Bonjour à tous. Donc nous voilà de retour sur l'étude des filtres. Alors dans une précédente séance, on avait donné quelques généralités sur les filtres. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir quelques applications sur trois cas. Donc c'est parti. Commençons par l'étude d'un filtre passe-haut, tel que celui-ci. Alors vous voyez, c'est un filtre passe-haut. Pourquoi? Parce que lorsque les fréquences sont hautes, ici, lorsque la fréquence est grande devant la fréquence de coupure, la fonction de transfert tend vers 1, et donc le gain est maximum, alors qu'à fréquence nulle, le gain tend vers 0. Donc ici, on a typiquement un filtre passe haut, c'est un filtre du premier ordre, puisqu'on a des polynômes ici d'ordre 1, au numérateur comme au dénominateur. G0 ici qui intervient dans la formule, c'est ce qu'on appelle le gain haute fréquence, puisque c'est le gain du filtre lorsque la fréquence va être grande devant la fréquence de coupure. Nu-C, c'est bien sûr la fréquence de coupure. Lorsque nu égale nu-C, ça fait J sur 1 plus J, dont le module vaut 1 sur racine de 2, ce qui veut bien dire qu'ici on est à la fréquence de coupure, puisque dans ce cas-là, le gain a été divisé par racine de 2 par rapport au gain maximum. Un exemple simple de filtre passe-haut, c'est tout simplement un circuit CR. Donc vous voyez, c'est l'inverse d'un circuit RC, vous mettez C d'abord. Et on peut assez facilement montrer, on le fera probablement en TD, que le gain à haute fréquence vaut 1 ici, et la pulsation de coupure vaut tout simplement 1 sur RC, comme pour le circuit RC qui était un filtre passe-bas. Donc on a la même pulsation de coupure. La seule différence ici, c'est que la bande passante se trouve entre la fréquence de coupure et l'infini, puisque c'est un filtre passe haut ici. À quoi ça peut servir ce genre de filtre? Eh bien, une utilisation courante, c'est tout simplement l'élimination de la composante continue. Je vous montre ici sur une simulation que j'ai réalisée. Ici, voilà, vous avez donc un filtre passe haut ici, dont on peut modifier les paramètres ici G0 et la fréquence de coupure nu-C, en jouant sur les curseurs ici. Là à gauche, vous avez le signal d'entrée, ici j'ai choisi un sinus, et à droite, vous avez le signal de sortie. Alors donc en entrée, j'envoie pour l'instant un sinus. La fréquence du sinus c'est 100 Hz ici, et j'ai une amplitude ici qui vaut 1 volt, puisque l'amplitude crête à crête ici, VPP, vaut 2 volts. Donc j'ai un sinus d'amplitude 1 volt et de fréquence 100 Hz. Ici j'ai choisi une fréquence de coupure de 100 Hz. La fréquence de coupure correspond à la fréquence du sinus. Donc évidemment, en sortie, on va avoir un signal qui va être atténué d'un facteur 1 sur racine de 2, comme attendu. Effectivement, VPP, c'est ici 1,4 volts, qui est bien à peu près 2 volts sur racine de 2. Ce que je voudrais vous montrer, c'est ce qui se passe quand on envoie un signal autre qu'un sinus et qui contient une composante continue. Alors, ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais mettre la fréquence de coupure au minimum ici à 10 Hz. Donc ici, la bande passante, c'est entre 10 Hz et l'infini, puisque c'est un filtre passe haut. Comme le sinus a une fréquence de 100 Hz, ça veut dire que 100 Hz est dans la bande passante, donc le sinus va être complètement transmis. Et effectivement, on a quasiment la même chose, on n'a pas tout à fait la même chose, on n'a pas tout à fait la tension crête à crête qui vaut, il y a quelques millivolts qui manquent, parce que le gain n'est pas tout à fait égal au maximum, parce qu'on n'est pas très très loin devant la fréquence de coupure, on est simplement 10 fois à une fréquence 10 fois plus grande que la fréquence de coupure. Mais on est assez loin pour considérer qu'il y a très peu de différence. Maintenant, imaginez que vous mettez en entrée, non pas un sinus, mais un triangle avec un décalage. Voici un signal triangulaire avec une composante continue, ici. Ici, vous voyez, la valeur moyenne, c'est 500 mV, donc j'ai une tension de décalage de 500 mV. Et ici, j'ai une tension crête à crête qui vaut 200 mV. Donc ça oscille entre 400 et 600 mV. Bien sûr, la fréquence n'a pas changé. La fréquence ici, c'est toujours 100 Hz. Quand j'envoie ce signal sur le filtre passe-haut, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la fréquence nulle, c'est-à-dire la composante continue, va être complètement éliminée puisqu'on a un filtre passe-haut. Et par contre, toutes les harmoniques étant
dans la bande passante du filtre passe-haut vont être complètement transmis. Ce qui fait qu'on va retrouver un signal triangulaire, mais sans la composante continue. C'est exactement ce que fait un oscilloscope lorsque l'on se place en mode AC. Lorsqu'on se place en mode AC, on a un filtre passe-haut qui permet d'éliminer la composante continue. D'accord ? Alors, dans un oscilloscope, on a un filtre passe-haut avec une fréquence de coupure relativement basse, en général de quelques hertz. Alors, notez une chose, vous voyez, si on regarde de près, vous voyez, si je zoome un petit peu sur le signal de sortie, vous voyez que ce n'est pas tout à fait un triangle. Hein. En fait, on voit que c'est légèrement incurvé. Pourquoi? D'ailleurs, vous voyez bien ici, la tension crête à crête, elle ne vaut pas 200 millivolts contrairement à l'entrée. Il manque 2 millivolts. La raison, c'est simplement que la première harmonique de ce signal d'entrée a une fréquence de 100 Hz. La deuxième harmonique a une fréquence de 300 Hz. La troisième harmonique a une fréquence de 500 Hz. Donc, évidemment, plus on va loin en harmonique, plus on s'éloigne de la fréquence de coupure, et dans ce cas-là, le gain est quasiment de 1. Mais pour la première harmonique, le gain n'est pas tout à fait de 1, parce que justement, la fréquence de la première harmonique est de 100 Hz. On est simplement à 10 fois, plus loin de la fréquence de coupure. Alors si vous faites nu sur nu c égale 10, en termes de module, ça va vous faire 10 sur racine de 101. Et 10 sur racine de 101, c'est un tout petit peu plus faible que 1. Ce qui fait que la première harmonique, elle est un petit peu atténuée. Et c'est ce qui fait que, ici, le triangle est un petit peu déformé. Évidemment, si on avait pris une fréquence de coupure, non pas de 10 Hz, mais de 1 Hz, on aurait un triangle parfait. Et on ne verrait pas cette légère distorsion. Si on cherche à interpréter en termes spectrales ce qui s'est passé, eh bien, en entrée, on avait un signal triangulaire avec une composante continue de 500 millivolts. Donc voilà, la composante continue est ici. Et là, vous avez les harmoniques, ici, qui sont des harmoniques impaires pour un triangle. Alors là, c'est pas nul, hein, ce sont simplement des harmoniques qui ont une amplitude qui est très faible. Hein, ça décroît en 1 sur n2, comme on l'a déjà vu pour un triangle. Donc voilà, les amplitudes sont assez faibles et décroissent très vite. Ce qui s'est passé dans l'espace de Fourier, c'est très simple. Le filtre passe-haut a simplement éliminé cette composante, cette harmonique, et a transmis ces harmoniques ici. Et donc on a simplement un triangle avec une composante continue qui vaut 0. Bon, c'est assez simple à comprendre ici, je pense. Passons à une autre application du filtrage, l'intégration d'un signal. On peut, avec un filtre bien choisi, réaliser ce qu'on appelle un pseudo-intégrateur. Pour cela, il vous suffit juste d'un filtre passe-bas. Un filtre passe-bas du premier ordre, comme ici. Là, vous avez une fonction de transfert, 1 sur 1 plus j oméga sur oméga c. C'est bien un filtre passe-bas. Quand la pulsation est basse, eh bien le gain tend vers 1. Et quand elle est haute, le gain tend vers 0. Donc on a bien un filtre passe-bas. Et oméga c est la pulsation de coupure de ce filtre passe-bas. Que se passe-t-il si vous envoyez un signal dont les harmoniques ont des fréquences très grandes devant la fréquence de coupure? Oméga très grande devant oméga c. Dans ce cas-là, on peut simplifier, on peut négliger le 1 devant ce terme-là et dire que h est sensiblement égal à oméga c sur j oméga. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que le rapport S sur E vaut à peu près oméga c sur j oméga, c'est-à-dire que la sortie pour une fréquence oméga, une pulsation oméga, est égale à oméga c sur j oméga fois l'entrée à la même fréquence. Or, vous vous souvenez, quand on multiplie une grandeur complexe par j oméga, c'est qu'on la dérive, et quand on divise une grandeur par j oméga, c'est qu'on l'intègre. Donc ici, ça veut dire que la sortie, c'est l'intégrale du signal d'entrée multiplié par un coefficient, ici oméga c, un coefficient multiplicatif. Donc, le signal va être intégré. Illustration grâce à cette simulation où là j'ai un filtre passe-bas dont je peux régler le gain et la fréquence de coupure. Donc là j'ai mis G0 égale 1. Là j'ai une fréquence de coupure à 100 Hz. Donc comme tout à l'heure, hein, on a ici un sinus à 100 Hz qui est atténué de 1 sur racine de 2. Si je mets la fréquence de coupure à 10 Hz, comme on a un filtre passe-bas, là la fréquence ici étant de 100 Hz,
le sinus ne se trouve pas dans la bande passante, mais se trouve en dehors de la bande passante, donc est fortement atténué. Effectivement, le signal est fortement atténué. Étant donné que la fréquence ici de 100 Hz est très grande, grande, disons, devant la fréquence de coupure, il y a un facteur 10, on peut considérer qu'on est dans le cas où le comportement du filtre passe-bas sera un comportement intégrateur. Et effectivement, si vous regardez de près, là vous avez un sinus, et si vous regardez la sortie, vous avez moins un cosinus, à un coefficient multiplicatif près. Or, la primitive de sinus, c'est bien un moins cosinus. Alors, on peut le voir sur d'autres signaux, et c'est par exemple intéressant si vous prenez comme signal d'entrée un carré. Donc voilà un signal carré. Qu'est-ce qui se passe si vous intégrez un signal carré? Eh bien, si vous intégrez à partir d'ici, vous allez avoir un signal qui va croître linéairement, puis décroître, etc., etc. Donc on va avoir un signal triangulaire. Alors on peut même savoir que ce signal triangulaire va avoir une composante continue qui sera nulle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de composante continue, donc en sortie, il n'y aura pas de composante continue. Donc le signal de sortie a une composante de continue qui vaut 0, et par intégration donnera un signal triangulaire, tout simplement. En termes spectral, comment interpréter ce qui s'est passé? Eh bien, en entrée, j'ai un signal carré sans composante continue. Donc voici le spectre. On le verra en TD, mais pour un signal carré, les harmoniques sont impaires. Donc on a ici 100 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 700 Hz, etc. etc. Et puis les amplitudes décroissent comme ça. Si vous multipliez chaque harmonique par oméga c sur oméga, puisqu'on est à une fréquence grande devant la fréquence de coupure, et le comportement du filtre va être un comportement intégrateur. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, oublions le oméga c qui va juste changer d'échelle, mais divisons chaque harmonique par la fréquence. Donc là, je vais diviser l'harmonique ici 1 par 100, à celle de rang 3 par 300, celle-ci par 500, etc. Or, il se trouve que dans le signal d'entrée, l'amplitude de chaque harmonique décroît en 1 sur n ici. Là, si j'ai 1 ici, là je vais avoir 1 tiers, 1 cinquième, 1 septième. Donc si vous divisez chaque harmonique par la fréquence, si là vous avez 1, là vous aurez non plus 1 tiers mais 1 neuvième, là non pas 1 cinquième mais 1 25e, etc., etc. Autrement dit, les coefficients, les amplitudes de chaque harmonique vont décroître en 1 sur n2. Or, qu'est-ce que c'est que ça? Un spectre qui présente des harmoniques impaires dont les amplitudes varient en 1 sur n2, c'est un signal qu'on a déjà rencontré, c'est un signal triangulaire. Donc on voit comment on est passé d'un signal carré à un signal triangulaire. Dernier exemple, avec un filtre passe-bande cette fois-ci. Voici la fonction de transfert d'un filtre passe-bande du second ordre. En fait, là, vous voyez, si je pourrais transformer ça en un polynôme, si je mets ça sous une forme d'un polynôme, je vais avoir un polynôme de second ordre ici. J'ai représenté à droite le diagramme de Bode correspondant. Donc vous voyez, c'est bien un filtre passe-bande. On a ici une bande de fréquence pour laquelle le gain est proche du maximum. Et sinon, très rapidement, c'est atténué. Donc là, on a une atténuation de 20 dB par décade de chaque côté. Dans cette fonction de transfert, il y a 3 termes importants. Le premier terme qui intervient, c'est la fréquence de résonance, nu0, qui se trouve ici et ici, qui correspond à la fréquence pour laquelle le gain est maximal. Je l'ai représenté ici, ça correspond à la valeur nu sur nu0 qui vaut 1, puisque j'ai tracé le gain en décibels en fonction de nu sur nu0. Donc la résonance, elle est ici. Deuxième terme, G0. G0, c'est tout simplement le gain à la résonance, puisque effectivement, lorsque nu vaut nu0, eh bien ça fait 0 ici, on a H égale G0 tout simplement. Donc ici, le gain, dans mon exemple, là, le gain à la résonance vaut 0 décibels, c'est-à-dire que G0 vaut 1. Ensuite, le
facteur Q qui intervient dans l'expression s'appelle le facteur de qualité. Ce facteur de qualité, on l'a déjà rencontré l'an dernier dans le cadre des oscillateurs. C'est exactement la même chose. Ce facteur de qualité, il intervient notamment dans la bande passante. Vous voyez ici, si je définis la bande passante, donc je vous rappelle, hein, on cherche quand est-ce que le gain est diminué de 3 décibels, ce qui définit une plage de fréquence. Ici, la plage de fréquence, la voici, est assez étroite. Alors, et on a typiquement un exemple ici de filtre passe-bande extrêmement sélectif parce que la bande passante est très étroite. Il se trouve que la bande passante, sa largeur, ne dépend que de la fréquence de résonance et du facteur de qualité, et c'est très simple. On a la bande passante qui vaut la fréquence de résonance divisée par le facteur de qualité. Autrement dit, un très bon facteur de qualité signifie une très étroite bande passante. Une façon de réaliser un filtre passe-bande, c'est tout simplement de prendre un circuit RLC série et d'aller chercher la tension aux bandes de la résistance. Alors on peut assez facilement montrer que dans ce cas-là, la fréquence de résonance c'est 1 sur 2π fois racine de LC, et le facteur de qualité c'est 1 sur R racine de L sur C. Donc si je veux avoir un filtre sélectif, eh bien, en jouant sur L et C, je peux ajuster la fréquence à la bonne fréquence de résonance, et en jouant sur la résistance, je peux ajuster la bande passante à une valeur que je veux, hein, puisque si je modifie R, je modifie le facteur de qualité, c'est-à-dire que je modifie la largeur de la bande passante. Exemple d'application, imaginez que vous ayez un signal comme ceci. Donc là, c'est un signal extrêmement bruité. Alors, quand on prend le spectre de ce signal, on voit apparaître des choses beaucoup plus clairement. Ce qu'on voit dans ce spectre, c'est un Dirac ici, donc une impulsion infinie à une fréquence particulière, et un bruit de fond qui s'étend sur une plage de fréquence quasi infinie. Alors ce Dirac, ça signe simplement l'existence d'un sinus, d'un cosinus. Là-dedans, il y a un sinus ou un cosinus, ça se voit à l'œil nu. Et le bruit de fond, c'est le spectre du signal bruité ici. Alors on peut montrer que quand on a un bruit, et notamment ce qu'on appelle un bruit blanc, alors un bruit blanc, c'est simplement un bruit qui est tel que ses valeurs ne dépendent pas des valeurs précédentes. Chaque valeur du bruit à un instant t est décorrélée complètement des valeurs antérieures. Et on peut alors montrer que le spectre de puissance d'un bruit blanc, c'est une constante en fréquence. C'est-à-dire qu'on va avoir normalement un spectre quasiment constant. Donc là, ce n'est pas tout à fait le cas, ça oscille un petit peu parce que voilà, on a un bruit pas tout à fait parfait, mais en tout cas, voilà, ça c'est typique d'un bruit. Un bruit, en fait, ça génère un spectre très large en fréquence. Voilà. Alors si je veux éliminer le bruit, eh bien, une des manières d'éliminer le bruit, c'est par exemple justement d'éliminer dans l'espace de Fourier les composantes qui ne me servent à rien en fait. Là ici, l'information qui est utile, c'est le Dirac ici, et tout le reste, c'est du bruit. Donc si j'envoie ce signal à travers un filtre passe-bande dont la bande passante est centrée sur le signal que je veux récupérer, donc par exemple ici, et si la largeur de la bande n'est pas trop large, je vais pouvoir récupérer uniquement le signal et éliminer quasiment le bruit. Alors regardez ce qui va se passer, c'est exactement ce qui se passe avec un filtrage passe-bande. Vous voyez ici, je vais filtrer uniquement le Dirac et un petit peu de bruit, bien sûr. Donc là, il va y avoir quand même un petit peu de bruit. Et en sortie, je vais récupérer un signal qui va avoir toujours un petit peu de bruit, mais beaucoup moins qu'au début. Et on va voir apparaître le signal utile ici, qui est un sinus. Donc, voilà, un exemple simple d'utilisation d'un filtre passe-bande, c'est tout simplement le nettoyage d'un signal bruité. Alors, bien évidemment, il y a une pléthore d'applications du filtrage. Là, je n'ai fait que voir quelques applications. Avec 3 séances, on ne peut pas en dire beaucoup plus. J'espère que j'ai dit l'essentiel. On va s'arrêter là pour l'aspect filtrage et analyse de Fourier. J'espère que ces vidéos vous ont été profitables. Encore une fois, j'ai essayé d'aller à l'essentiel et de vous donner les idées les plus importantes.
Si vous voulez avoir plus d'informations et notamment plus de précision mathématique sur différents aspects, je vous renvoie bien sûr au polycopier qui est dans votre espace de cours. Au revoir.